Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux de sport local. Aujourd'hui au programme, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous en plateau ou via écran interposé pour décortiquer toute l'actualité sportive yvelinoise. Présentation, musique. Il est de retour, il est sur ce plateau, c'est l'un des pères fondateurs de cette émission. Il a toujours cette énergie pour décortiquer cette actualité sportive yvelinoise. C'est un pistard, il vient du club de Vélizy 78, le capitaine Yann Dujarier est avec nous. Bonsoir Mickaël. Comment allez-vous ? Super. Plein d'énergie. Plein d'énergie. Bah oui, puisqu'on n'a pas grand-chose pour la dépenser, on la conserve, hein, on emmagasine. Tout pour cette émission. Ça va péter quand on va reprendre, je vous assure, ça va être la folie. Bon, on va voir si ça va péter dans cette émission en tout cas. Alors on passe de l'autre côté à musique, c'est une véritable encyclopédie vivante sur le sport yvelinois. Vous pouvez tout lui demander, il vous répondra toujours. C'est la star de cette émission, son surnom, l'Italian Lover, le très élégant, l'incroyable, le talentueux Grégory Canale est avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Pour être tout à fait honnête avec vous, un peu dans le dur après les déconvenues en joutes européennes de mon équipe de cœur. Donc on va dire que qui est là la Juventus en Ligue des Champions. Donc cette émission est enregistrée début mars, qui a été éliminée par le FC Porto. Donc on va dire que le SOP c'est un peu ma thérapie, mon antidote, mon vaccin, c'est le terme utilisé en ce moment. Et donc prêt à débattre avec les copains. Bon, en tout cas, Yann est en face de vous et les autres, justement, on les présente. Nous serons donc 3 en plateau. Les autres sont avec nous via écran interposé à cause du contexte sanitaire. Musique, vous reconnaissez forcément sa musique. C'est également l'un des piliers de cette émission. En parlant de piliers, c'est notre spécialiste rugby. Il nous vient tout droit de Versailles. Le gladiateur Pierre Chevalier est avec nous. Pierre Chevalier, comment allez-vous ? Fort bien les copains, heureux de vous retrouver comme d'habitude, en pleine forme et en pleine forme au pluriel aussi, parce que là ça commence à durer un petit peu ce couvre-feu. Oui, on va parler rugby dans cette émission un petit peu plus tard, et notamment de la fin de la saison sportive. Je sais que vous êtes très remonté là-dessus. On sera là. Alors lui aussi est connecté via écran interposé. Musique, c'est une légende vivante également. C'est un mythe, c'est notre expert rugby. C'est le bout en train de cette émission, c'est Jean Miss, tout simplement. Coach Jean Miss, ex-entraîneur de rugby. À plaisir. Quel suspense. On parlait pas. Bonjour à tous, salut Mickaël, salut à tous. Oui, vous avez l'art de mettre le suspense en place, c'est ça. Vous êtes un petit peu le Spielberg, c'est ça, de l'émission. Ah oui, un peu comme là. À peu près. À peu près. Jean-Michel à peu près. Enfin, lui aussi est connecté via écran interposé. Musique, il est de retour dans cette émission après plusieurs mois d'absence. C'est un plaisir de le recevoir. Il vous a manqué. Notre vengeur masqué, Raoul Cotré-Dautré, cavalier international, est avec nous. Raoul, bonjour, comment allez-vous ? Je suis ravi de vous revoir depuis le temps. On est ravis de vous revoir également. Vous êtes en forme ? Oui, parfaitement. Vous avez bossé vous avez bossé l'émission, vous, apparemment. J'essaie. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, d'après ce que j'ai entendu avant l'émission. C'est pas gentil pour Pierre. On marchera au talent. Alors avant de passer au programme de l'émission, justement, on va parler football. Il se souviendra de ce samedi 27 février. Pendant longtemps, l'Yvelinois Édouard Michu a joué ses premières minutes chez les professionnels avec le Paris Saint-Germain. Le joueur de 17 ans est entré en jeu à la 88e minute lors de la victoire du PSG face à Dijon, 4-0. Il a remplacé Danilo Pereira blessé. Ce milieu de terrain yvelinois est passé par les clubs du Chesnay et de Versailles avant d'intégrer le Paris Saint-Germain. On devrait le revoir sous les couleurs du club de la capitale. Il a signé un contrat professionnel jusqu'en 2023. Votre avis, tout simplement, sur ce premier match de Michu, la nouvelle pépite peut-être du PSG. Pierre Chevalier. Évidemment, pour un Versaillais, un Chenaisien, je ne peux que m'enthousiasmer sur la qualité de la formation sportive, quel que soit le sport dans les Yvelines, et puis me réjouir et lui souhaiter vraiment le meilleur, parce qu'à 18 ans, quand ça commence comme ça promet vraiment. Il faut juste qu'il se brûle pas les ailes, mais on a là une toute belle pépite qui nous vient du département et qui commence à faire ses armes au contact des plus grands. Donc bon vent à lui. Grégory. Bon,
Ça commence petit à petit, c'est très bien pour lui. Il entrait à la 88e minute de jeu face à Dijon. 2 convocations pour la Ligue des Champions face au FC Barcelone, que ce soit pour le match aller ou pour le match retour. Donc ça commence bien pour lui, et je pense que c'est aussi bien pour le PSG qui essaye de plus en plus de valoriser sa formation, de valoriser ses petits titis parisiens, comme on les appelle. On a vu par le passé que des titis comme Kingsley Coman, même Adrien Rabiot un peu plus tard, avaient un peu plus de mal à s'imposer et partaient des fois chez des ennemis européens. Donc c'est bien que le PSG puisse pour le moment conserver ce petit jeune. Donc non, force à lui, et le début de carrière qui commence sous de bons auspices. Raoul, est-ce qu'il faut peut-être le faire jouer tout de suite, ou il faut attendre un petit peu, peut-être lui faire grappiller quelques minutes par-ci par-là? Je pense que quand on a peu d'expérience à ce niveau-là, il vaut mieux prendre le temps de faire ses marques et non pas se brûler les ailes tout de suite. Il faut qu'il puisse se concentrer sur son équipe aussi, parce que je crois qu'il a fait l'objet de beaucoup de sollicitations, notamment du FC Barcelone. Donc, je crois qu'il faut y aller progressivement avec des jeunes talents comme ça. Oui, pas forcément le griller tout de suite, si je comprends bien. Non, voilà. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit Michu? Oui, c'est très bien. Très bien. C'est la suite logique d'un des jeunes qui est issu du centre de formation. Il y en a énormément, il y en a très peu qui en sortent. Lui, il en fait partie. C'est certainement une future star du football. Maintenant, c'est la suite logique. Il rentre quelques minutes, et puis s'il continuera à prendre des galons en jouant de plus en plus de temps au sein de l'équipe. Mais pour l'instant, c'est normal. Et il y a l'équipe à faire tourner aussi. On ne peut pas intégrer un jeune comme ça dans un collectif, alors que le PSG veut des résultats avant tout. Donc c'est normal. La suite logique, on lui souhaite le plus grand bien à ce garçon. Yann Gerrier, il ne faut pas peut-être le prêter, ce jeune, peut-être pour qu'il s'aguerrisse ailleurs, c'est ce qui se fait souvent dans le football? Moi je trouve ça dommage. Voilà, je pense que quand tu as un joueur et qu'il est bon, c'est pas en le mettant chez l'adversaire qu'il va être formé. Donc oui, le temps de jeu est important. Maintenant, l'esprit qu'une équipe peut développer dans le temps passe peut-être justement par la formation de ses propres jeunes et de les former en interne. Donc non, moi je pense que ouais, c'est bien. Bon oui, en effet, rentrer à la 88e. Il n'a pas touché le ballon pour préciser cette rentrée. Pour débuter maintenant, je pense qu'il va être assez il va être peut-être pas impatient, mais il va avoir envie de pouvoir rentrer sur des quarts d'heure. Et puis après, faut peut-être aussi que Paris utilise parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre que Paris gagne alors il n'existe plus d'ailleurs la Coupe de la Ligue ou alors la Coupe de France. Attention à votre langage. Qu'est-ce qu'on en a à faire que Paris gagne la Coupe de France ou une coupe lambda Je pense que il devrait peut-être utiliser certains premiers tours de ce type de compétition pour justement donner de l'expérience à ces jeunes. Ça permet de faire tourner l'effectif, de faire des matchs en moins aux stars, et donc à ces jeunes de leur dire voilà, là tu vas avoir quelques matchs en Coupe de France. À une époque, beaucoup de clubs faisaient jouer le troisième gardien en coupe, ou le deuxième gardien pour le laisser un petit peu dans le rythme. Là, à ce même titre, des joueurs de champ, leur dire cette année pour toi c'est la Coupe de France, et donc du coup c'est là qu'ils vont avoir envie de donner et de montrer qu'ils sont capables de prendre place plus tard. Oui, c'est une bonne option peut-être de le mettre dans la rotation, Grégory. C'est une intégration progressive. La Coupe de France, effectivement, je suis d'accord avec Yann sur ce point-là. C'est une compétition idéale pour faire tourner un peu les effectifs et faire jouer les équipes B. D'autant plus si Paris va un peu plus loin en Ligue des Champions, il faudra aussi économiser des forces, et aussi économiser des forces pour le championnat, où on sait que ça va être très dur avec Lille, le LOSC, qui également tient la course en tête. Donc pour faire tourner l'effectif et faire aussi de l'expérience à ce petit jeune, la Michu, mais aussi pour les autres jeunes du PSG, je pense que la Coupe de France, effectivement, ça peut être une bonne option. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de rugby. Donc, la Fédération française a annoncé une saison blanche pour le rugby amateur. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Nous allons tenter de répondre à cette question. Coup de projecteur également sur Tony Yoka, le boxeur yvelinois a remporté son 10e combat chez les professionnels. Peut-il devenir champion du monde? Mais avant de développer ces thèmes, on va parler cyclisme.
On va donc parler cyclisme et plus précisément du Paris-Nice. L'événement est parti des Yvelines pour la 12e année consécutive. La 79e édition de la course au soleil s'est lancée ce dimanche depuis la commune de Saint-Cyr-l'École. C'était une grande première pour la commune du département. On écoute la maire de la ville au micro de TV78. C'est une vraie opportunité pour la ville de faire connaître ses bâtiments historiques, l'école militaire, l'IAT, l'aérodrome, mais aussi de montrer à quel point cette ville elle est agréable à vivre. Et pour nous, c'est un vrai bonheur. Après Saint-Cyr-l'École, c'était au tour de Wainville-sur-Mention d'accueillir l'épreuve ce lundi 8 mars. Cette petite commune du nord des Yvelines de 1100 habitants organise pour la première fois de son histoire le départ de la course au soleil. On écoute les réactions. On part souvent de petits villages, on a besoin de ces villes pour pouvoir prendre un départ. On a besoin d'être accueillis dans des villes et elles le font très bien. Là, il y a par exemple le numéro 1 mondial qui est là à Wainville-sur-Mention. On a le meilleur coureur cycliste du monde, Primoz Roglic, au classement. Il y a le gratin mondial qui est là. C'est le charme du vélo de pouvoir faire ça. On ne pourra pas emmener le PSG jouer à Wainville-sur-Mention, ni l'équipe de France de football, mais on peut emmener les meilleurs coureurs cyclistes du monde. Rapidement, une petite réaction par rapport à Wainville-sur-Mention. Thomas Vaucler qui explique qu'on ne peut pas emmener forcément des grosses équipes partout. Par contre, le cyclisme peut aller partout. Le cyclisme peut passer dans tous les villages de France. Et oui, bien sûr, et dans tous les villages du monde même. Encore que certains, à partir du moment où il n'y a pas de bitume, c'est un peu plus compliqué de pouvoir les rejoindre. Mais dans ces cas-là, on enverra les champions de VTT. Mais c'est vrai que l'avantage du vélo, c'est ça, c'est qu'on peut aller partout. Il peut vraiment aller... Le vélo, en fait, c'est pas le spectateur qui vient à la rencontre du sportif, c'est le cyclisme qui vient à la rencontre du spectateur. À la rencontre du le spectateur n'a pas besoin de se déplacer pour pouvoir rencontrer ses sportifs. Là, les sportifs viennent directement au spectateur. Et c'est vrai que c'est ça qui est magique dans le vélo. C'est même si le passage est très souvent rapide et furtif. Quand vous attendez sur le bord de la route pour voir passer un peloton, ça dure 10-15 secondes pour parfois plusieurs heures d'attente parce que les routes sont pas toujours approchables dans les heures qui précèdent le peloton. Mais c'est vrai que ça fait partie du folklore et des choses qu'on peut apprécier dans le vélo. Pierre Chevalier. Je dirais joker là-dessus parce que le sport professionnel dont le cyclisme se fait partie a cette chance de pouvoir continuer à exercer et à travailler. On va en parler pour le sport amateur un petit peu plus tard. Et ça donne quand même, dès qu'un événement est couvert par la télévision, ça donne quand même une toute petite partie événementielle. Dans ce paysage très morose du sport amateur et du sport et loisir. Bon, on a au moins pour se consoler les droits télé et les couvertures médiatiques et le sport à la télévision. Là, en l'occurrence, Paris-Nice n'a pas fait exception à ça. Ça nous donne encore une fois, et on en parle souvent, une occasion de montrer les Yvelines terre de vélo à la télévision. Maintenant, sur l'intérêt purement sportif, on a vu qu'il manquait un grand nombre de têtes d'affiche sur ces courses mythiques ou ces courses importantes. On verra pour le reste de la saison cycliste si les autres événements et si les autres classiques ont plus de succès. Donc un peu mitigé sur cette organisation-là. En tout état de cause, a posteriori, il a fait très beau. Saint-Cyr a été mis en valeur. Les petits villages aussi pour les autres départs. Maintenant, espérons et attendons la reprise du sport amateur, quel que soit le sport concerné. Oui, justement, l'événement s'est déroulé dans une bulle sanitaire. Les coureurs ont dû passer des tests PCR avant le rendez-vous, tout comme les journalistes et les bénévoles autour de l'événement. Les spectateurs n'ont pas pu approcher les cyclistes. Sur le plan sportif, peu de stars. Pogacar ou Bernal, les deux derniers vainqueurs du Tour de France, ne sont pas venus, ni Julien Alaphilippe. La question sur cette thématique, est-ce que c'était un Paris-Nice au rabais ? Oui ou non ? Vous votez. Vous êtes partagés. Bon, Jean, je vous vois sceptique. Je vais donner la parole à Jean et à Raoul. Jean, vous commencez. Je vous donne ensuite la parole, Raoul.
Oui, je suis sceptique un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. On vit quand même une période très très compliquée. Donc on peut pas tirer des plans sur la comète en disant voilà il y avait pas un grand plateau sur Paris-Nice. Paris-Nice reste quand même une des grands classiques du cyclisme en France. Qu'elle soit encore une fois de plus et comme d'habitude sur les Yvelines, c'est très 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 bien. Et après, ben voilà, c'est comme le golf, on en a parlé. Les plateaux, c'est une chose. La course en est une autre. L'organisation est la même. Et en plus, bon, de toute façon, il n'y a pas de spectateurs sur le bord de la route. Donc, voilà. Pour moi, c'est une réussite. Et comme l'a dit Pierre, il faisait très beau. Donc, c'est très 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 bien et que ça continue comme ça pour de belles années. Beau mais frais, hein, je le précise, hein, Jean. Oui, j'étais dehors. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une édition au rabais, peut-être, cette année? Pour moi, ça a déjà le mérite d'avoir été organisé. Donc, tous les événements sportifs tels qu'ils sont, comment dirais-je, ne peuvent pas être évalués à leur juste valeur. Donc, je trouve que malgré tout, le Paris-Nice a conservé sa cote de popularité et ce côté populaire, proche des gens, et puis toujours cette réussite du fait que ça soit dans les Yvelines. Quelques années, il me semble, ils étaient passés par la vallée de Chevreuse, et c'est quand même un endroit où les habitants sont concernés par le vélo. Donc non, pas au rabais, au contraire, qui a eu le mérite d'exister malgré la situation. Grégory, vous êtes plutôt d'accord, hein, si je comprends bien. Sur ce point de vue-là également, qui a le mérite d'exister. De toute façon, ce que je disais lors de la dernière émission, il va falloir s'habituer à cette situation épidémique. Là, sur le plan des supporters, forcément, quand on est amoureux de sport, amoureux de vélo, comme c'est le cas pour Yann, mais on aime aussi qu'il y ait ce public. Là, forcément, il y a pas ce public sur le Paris-Nice. Il faut s'adapter. Il n'y avait pas forcément les grands champions, mais il y a quand même nos Français. Il y a du Brian Cocard, il y a du Arnaud Démare également, qui est sur ce Paris-Nice. Pas Julien Alaphilippe. Hein, non, pas Julien Alaphilippe. J'ai envie de vous dire, et si on se pose la question pour le Paris-Nice, est-ce que c'est une compétition au rabais? Est-ce qu'on va se la poser pour chaque compétition où il n'y aura pas forcément de public? Est-ce que les JO vont être au rabais parce qu'il n'y aura pas de spectateurs internationaux? Je pense que déjà, il faut se réjouir que des compétitions de sport professionnel puissent se tenir. On va faire avec, on va s'adapter avec cette crise sanitaire qui nous agace tous, hein, il faut le dire. Mais au moins les compétitions peuvent se tenir et on doit déjà s'en réjouir, à mon sens. Yann Verrier. Moi, je suis désolé, je vois pas du tout un Paris-Nice au rabais parce que juste Pogacar et puis Ineos là, et Bernal ne sont pas venus. Déjà, ils viennent pas tous les ans. C'est pas grave. Maintenant, j'ai quand même noté des noms. On a Primož Roglič qui est le numéro 1 mondial, qui est présent. Oui, en effet, c'est vrai que il manque Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, il est parti en Italie. Il a fait Strade Bianche ce week-end. C'est pas forcément une course qui fait tout le temps, hein, Julien Alaphilippe. Hein. Non, puis voilà, il y a aussi un calendrier qui se complexifie un petit peu en cette période. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui la Strade Bianche là, qui est une très belle course italienne qui prend un peu plus d'ampleur et qui apparemment commencerait même à avoir le nom de 7e monument derrière Paris-Roubaix, etc. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose qui va peut-être poser problème à Paris-Nice dans l'avenir. Et puis, il y a toujours aussi derrière cette semaine italienne avec Tirreno Adriatico, donc qui a toujours été en concurrence avec Paris-Nice. C'est pas... voilà, moi je trouve que Sam Bennett qui finit devant Démare à Saint-Cyr-l'École, c'est quand même des très très gros sprinters. On va pas oublier que Arnaud Démare a gagné 3 étapes l'année dernière sur le Giro. C'est le coureur qui a gagné le plus de courses en 2020, Arnaud Démare. Donc voilà, lui il est présent, il adore Paris-Nice. On a aussi Rémi Cavagna qui fait 2 du contre-la-montre hier, qui fait 2 du contre-la-montre, qui était quand même 6e et qui est un jeune rouleur qui commence à gravir les échelons de la hiérarchie internationale sur le contre-la-montre. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas un Français qui brillait en contre-la-montre, et là on a vraiment quelqu'un qui a une vraie valeur internationale. Bien sûr, dans une équipe étrangère, Quick Step, comme peut l'être Julien Alaphilippe.
Moi, je trouve qu'on a pas du tout. Voilà, on a un beau plateau. On a des beaux coureurs. Alors, le seul bémol, c'est peut-être le public finalement. C'est la problématique aujourd'hui, de toute façon, que ce soit un match de foot dans un stade ou que ce soit un match de rugby du 15 de France quand ils sont pas tous sous Covid, il manque du monde dans les tribunes et c'est vrai que c'est dommage. J'ai mal quand je vois des matchs de tennis avec où il y a personne dans les tribunes. Je me dis mais comment ils font ? Alors ils sont contents parce que du coup pour la concentration ça aide, mais il manque quelque chose, quoi. C'est vrai que c'est très très dur. Mais le public fait partie aussi de l'exploit sportif parfois, et là il n'y a pas ce 12e homme, on dit souvent au football, il n'est pas présent dans les stades et sur les lieux des compétitions. Pierre Chevalier, vous voulez rajouter quelque chose peut-être ? Oui, ajouter et abonder dans le sens de ce que disait Greg tout à l'heure. On a vraiment cette impression-là que ça peut durer. Donc de toute façon, il faut s'y habituer. Il y a un problème d'équité sportive. On voit d'ailleurs que au football, notamment, ça n'est plus un avantage de jouer à domicile quand c'est à huis clos. Mais je crois comme Grégory que malheureusement, au moins pour 2021, il va falloir s'habituer à ça, puisqu'on parle déjà pour les JO de Tokyo de stades quasiment vides de spectateurs internationaux et que des Japonais. Donc il faut s'y faire, et il y a une nouvelle logique sportive par ce biais-là. Espérons simplement que ça ne dure pas après 2021. En tout cas, le département des Yvelines va accueillir le Paris-Nice au minimum jusqu'en 2025. On continue à parler cyclisme. Pas de surprise aux élections de la Fédération française de cyclisme, annoncé comme le grand favori Michel Callot. Le président sortant a été largement réélu à la tête de la FFC lors de l'Assemblée générale au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il a battu son adversaire Cyril Guimard en engrangeant 93,42% des suffrages. Il sera donc en poste pour 4 ans de plus. On écoute Michel Callot, c'est notre Interview Express. C'est évidemment une immense satisfaction parce que ça a été ces 8 derniers mois très difficiles parce qu'on a quand même été confronté à une campagne particulièrement violente et puis parce qu'en même temps il a fallu gérer comme tout le monde mais cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui j'ai un profond soulagement parce que j'ai l'impression qu'on peut continuer un travail qui est important et qui doit être accompli. Et puis la portée et l'ampleur du score donne une grande confiance et surtout ça donne l'élan d'être porté par notre base. Il va falloir qu'on regarde comment on va sortir de cette crise et quelles seront les conséquences pour nous, pour notre sport. Et après, c'est 4 années exaltantes, et surtout sur le territoire ici. On va aller vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y aura Tokyo quand même cette année, donc sur le plan sportif, très dense. Pour nous, on a vraiment à réussir notre transformation économique et puis presque culturelle de notre fédération au regard de la montée en puissance du vélo dans notre société. Donc les chantiers sont vraiment passionnants et je le qualifierais plutôt comme une Olympiade où il ne faut pas manquer la fenêtre de tir, mais où ça va être très stimulant. On a un objectif pour Tokyo qui était celui de 2020, qu'on maintient en 2021, qui est officiel, qui est un objectif de 6 médailles. C'est un objectif que j'avais fixé au début de la précédente Olympiade, qui est ambitieux, très ambitieux, mais on y va crânement. On l'a entendu, Michel Callot veut que la France performe lors des prochains JO de Tokyo et surtout de Paris. La question, le président de la FFC fait-il gagner des médailles aux équipes de France ? Est-ce que c'est lui, finalement, qui va faire gagner des médailles ? Non. Oui pour vous, Grégory ? Oui pour vous, Jean ? Et Raoul, vous êtes partagés ? Oui, entre les deux, moi. Entre les deux, d'accord. On fait un petit duel entre vous, Grégory et Pierre ? Pierre, c'est vous qui commencez ?
Allez, je commence. Moi, je n'attribue pas autant de pouvoir à un président de fédération, même si évidemment son rôle est éminemment important, mais il l'est plus sur la gestion du sport dans son ensemble, que ce soit du plus petit licencié amateur jusqu'au professionnel. Et pour répondre à cette question de savoir si un président de fédération fait gagner ses équipes fanions, et en l'occurrence l'équipe de France au prochain JO, je pense que c'est lui prêter peut-être trop de pouvoir. En revanche, il a une influence sur la tenue et la portée de son sport sur son sol et à l'international quand on parle de Jeux Olympiques. Il a un rôle éminemment important dans la formation, donc c'est aussi avec toutes ces équipes son rôle de faire éclore des talents. Mais là, se poser la question tout de suite après son élection de savoir si ça va faire gagner des médailles au Japon, je réponds non, parce que on va dire une grande quantité de travail a déjà été fait jusqu'à maintenant. Il y en aura d'autres, et puis ça reposera plus sur les épaules des champions eux-mêmes et de leurs entraîneurs, de leur entourage, pour pouvoir bien se préparer et bien performer lors des prochaines échéances internationales. Grégory. Oui, Pierre, pardon, j'avais oublié son nom. Tu n'étais pas présent la dernière fois, Pierre. Je t'ai déjà oublié. Non, il a donné quelques éléments de réponse, on va dire, à mon argumentaire. Effectivement, bien sûr qu'il n'est pas directement impliqué dans les médailles, mais il est quand même au-dessus. C'est lui qui donne la feuille de route. C'est pas bien sûr Michel Callot qui va remporter les médailles, hein. C'est les athlètes, c'est les sélectionneurs derrière aussi qui vont prendre ces athlètes, le DTN aussi, mais il est au-dessus de tout ça. C'est lui qui va donner la feuille de route. C'est lui qui va nommer le directeur technique national, qui est en ce moment Christophe Manin. Donc si on regarde le bilan là sur ces 4 dernières années, en 2020 notamment, il y a eu des titres, forcément des médailles, et il a forcément joué un rôle là-dedans. Je pense forcément à Alaphilippe, hein, son titre sur la route à Imola, Pauline Ferrand-Prévot en VTT cross-country. Donc il est là pour fixer le cap. C'est pas lui qui va directement gagner les médailles, mais c'est lui qui insuffle cette dynamique qui va permettre au final de remporter les médailles. Raoul, vous étiez le plus indécis. Qui vous a convaincu ? C'est le parfait mélange des deux discours. Le cyclisme, c'est un sport qui se distingue vraiment par sa diversité au niveau déjà des disciplines, mais aussi des publics. Et puis, alors Yann me reprendra si je me trompe, mais je pense qu'il est largement plus pratiqué en loisir qu'en compétition, en termes de nombre de licenciés et de pratiquants. Donc, licenciés dans les Yvelines, c'est 5000 licenciés par exemple dans les Yvelines. 5000 licenciés, hein. Mais beaucoup plus de pratiquants forcément. Donc ensuite, là, le président, il est président de tous ces publics-là. Je crois qu'en général, il a quand même plus d'impact sur le sport pratiqué en loisir et en amateur. Faut pas se leurrer, la compétition, c'est la haute compétition, pardon, c'est aussi une histoire d'argent. Il y a des histoires de sponsors qui viennent s'ajouter à ça, qui sont quand même assez indépendants d'une fédération. Donc alors après, parce que je fais un peu le rapprochement avec mon sport, ou dans lequel c'est complètement à part, mais effectivement, je pense que dans le cyclisme, il y a peut-être que la Fédé est plus partie prenante, mais j'ai souvent tendance à croire que le haut niveau est tributaire effectivement d'un règlement qui est déterminé par une Fédé, mais en général, c'est quand même une sphère qui est un petit peu qui est rattachée forcément à la Fédé, mais qui est un petit peu à part, quoi, qui dépend des athlètes et de leurs partenaires. C'est autre chose le haut niveau. Voilà, ça concerne un petit pourcentage du public. Yann Dujarier, voilà. Vous avez été interpellé par Raoul. Bien sûr que le nombre de pratiquants, mais c'est la même chose. Enfin oui, le même nombre de pratiquants de vélo, parce qu'attention, il faut quand même faire la différence entre le cycliste et le pratiquant de vélo. Celui qui prend son vélo le dimanche pour aller faire une balade avec sa fille, et puis madame, il est pas licencié, et puis il fait du vélo, il fait pas du cyclisme. Il faut quand même faire une grosse différence. Pareil, c'est la différence pour moi entre le sportif et le loisir. Vous allez à la piscine, vous allez faire même des longueurs, vous y allez tous les dimanches. À partir du moment où vous ne faites pas de compétition, vous mettez pas un dossard sur le dos. Alors, en natation, il n'y a pas de dossard sur le dos, mais à partir du moment où vous ne prenez pas le départ d'une compétition, pour moi, vous ne faites pas de sport, vous faites une activité physique. Et c'est vrai que c'est très clivant de ma part, mais moi, je suis un compétiteur, je ne suis pas juste un sportif. Vous ne faites pas du vélo, vous faites du cyclisme, vous.
Je fais plus de sport de toute façon en ce moment puisqu'il n'y a pas de compétition. Donc non, en ce moment je suis pas sportif. Et oui, bien sûr, non, je fais de la compétition, je fais du cyclisme, et je fais de la piste. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça. Et donc, si on prend le nombre de pratiquants en athlétisme, de personnes qui font de l'athlétisme ou alors des personnes qui vont faire du jogging le dimanche, c'est pareil, la proportion est exactement la même. Et aujourd'hui, c'est quand même un gros problème parce que la culture de la compétition, on ne l'a plus dans ce pays. On fait du sport, on a la culture de la bonne hygiène de vie, mais c'est vrai que faire du sport et faire de la compétition, c'est plus dans les mœurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dommage parce que on perd énormément de personnes dans tous les sports. On n'a pas le vivier et la base qui permettrait de pouvoir sortir plus d'athlètes de haut niveau. Il y a 8800 licenciés en moins sur l'année 2020 dans la Fédération française de cyclisme. Une perte qui s'explique aussi avec la crise sanitaire. Total, partout en France. Partout en France, c'est bien ça. On va revenir à Michel Callot. Est-ce qu'il fait gagner des médailles finalement ? Ah non, pour moi, c'est pas du tout le président. C'est pas du tout le président qui fait gagner des médailles. C'est une stratégie. Mais c'est pas lui qui la met en application. Déjà, ce sont des discussions avec plusieurs personnes pour définir cette propre stratégie. C'est pas juste lui qui décide. Mais est-ce qu'il fixe pas un cap, comme le disait Grégory finalement ? Ouais, mais dans ces cas-là, oui, on dit aussi qu'il y a un skipper quand c'est des courses en équipage. Il y a le chef d'équipage et c'est lui le skipper qui. Là, franchement, c'est quand même les athlètes qui passent la ligne d'arrivée ou qui marquent les buts pour les footballeurs. C'est pas le président de la fédération qui fait qu'on est champion du monde ou pas, quoi. Je parle de football, j'en parle un peu plus. Noël Le Graët qui installe Didier Deschamps comme sélectionneur, c'est pas déterminant selon toi pour gagner la Coupe du Monde ? Oui, on est sûr. Si, parce que Didier Deschamps, en plus, je suis fan de la. Ouais, non, mais on s'éloigne du cyclisme, mais ça n'empêche que on reste dans le choix le choix du président. Et bien sûr que en plus Didier Deschamps. Aujourd'hui, c'est un mec qui il a tout ce qu'il a pu mettre en place, il l'a gagné. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce Didier Deschamps dans le vélo, on n'a pas le Didier Deschamps comme a pu l'avoir en athlétisme, le DTN d'athlétisme. Je trouve qu'il l'ancien qui était un ancien lutteur en plus. J'ai Galnouz. Je ne sais plus, j'ai un voilà. mémoire. Pourtant c'est vous qui m'aidez d'habitude. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il portait le projet. Je suis d'accord. En vélo, je suis désolé, on n'a pas les DTN qui peuvent avoir cette aura. Et maintenant sur la route, je trouve que Thomas Voeckler, c'est peut-être la bonne personne. C'est peut-être la bonne personne parce que c'est un coureur récent, c'est un coureur jeune et il a le bon truc. Mais ça reste le directeur sportif de la route. Je suis pas sûr que ce soit qu'il ait toutes les cordes pour pouvoir tout diriger. Je pense qu'on a des progrès encore à faire. Jean, très rapidement, on vous a pas entendu sur le sujet. Après, on passe à la prochaine thématique. Mais très rapidement, moi j'étais un petit peu indécis, mais il n'y avait pas d'Emicom, donc c'était pas possible. Simplement, moi je dis qu'il en fait partie quand même, et c'est pas lui qui gagne les médailles, c'est sûr, mais c'est lui qui insuffle quand même la politique de la fédération et qui met en place notamment tout ce qui est DTN entraîneur et pourquoi pas aussi en communication et en relation avec les principaux responsables. Les membres de l'équipe de France qui vont aller à ces prochains Jeux Olympiques. Donc pour moi, il en fait partie. Un président, c'est important, puisque là on parle bien sûr qu'il est président de la fédération du bas vers le haut, mais en ce qui concerne les Jeux Olympiques, il a quand même une part de responsabilité par rapport à sa politique. Voilà. Il faut forcément un ancien cycliste pour diriger la FFC ? Oui, alors moi je suis quand même pour, parce qu'on en a vu au tennis, on a vu au handball, notamment c'était des anciens joueurs de rugby qui avaient été présidents du tennis ou du handball. Moi je suis partisan quand même, on ne connaît jamais aussi bien sa fédération que lorsqu'on a pratiqué la discipline. Donc je suis effectivement pour un président qui est issu de la discipline en question.
Michel Callot est un très très bon coureur de première catégorie dans sa carrière. Hein. Faut pas le dénigrer. Hein. C'est pas un niveau que tout le monde peut atteindre. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, il a gagné plusieurs courses. Alors, on va maintenant parler de rugby. La décision est tombée. La Fédération française, à l'issue de son bureau fédéral, a annoncé l'arrêt des saisons amateurs 2020-2021 en raison de la situation sanitaire en France. C'est un calendrier impossible à tenir. La FFR a notamment décidé de figer les montées et les descentes pour tous les niveaux, sauf dérogation obtenue du ministère en charge des sports. Ce sera donc une saison blanche pour tous les clubs yvelinois. La reprise de la pratique sportive à l'entraînement pourrait quant à elle être envisagée dans les prochaines semaines. La question sur ce thème, la décision est-elle logique? Oui ou non? Vous votez. Décision logique, oui. Bon, je crois que tout le monde est unanime. Je vais donner la parole à Raoul. Raoul, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Je pense qu'elle va dans la continuité de ce qui a été imposé jusqu'à présent. Après, si on veut le plus vite possible voir nos sports pratiqués comme ils l'étaient, il faut peut-être passer par là. Si toutefois Pierre et Jean vivaient ça comme une injustice, dans ma branche et dans mon sport, c'est exactement la même chose. Seuls les professionnels ont le droit de continuer à participer à des compétitions, les amateurs. Et encore nous, c'est encore pire. Maintenant, les chevaux ont la rhino. Donc même les chevaux sont confinés et n'ont pas le droit de se circuler. Donc je fais face aussi à cet enfermement du sport. Donc voilà, j'aurais tendance à considérer que c'est normal et que tout est bon pour que le plus vite possible nous sortions de là. Voilà. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne décision pour vous. Moi, je suis évidemment extrêmement déçu, mais pas du tout surpris. On en parlait depuis quelques temps maintenant. J'ai beaucoup de mots en et qui me viennent pour expliquer mes sensations et je pense des raisons qui expliquent cette décision. Le premier mot qui n'est pas en et, c'est celui d'un dilemme. Je pense qu'il y a eu un gros dilemme pour les fédérations et les ligues pour arriver à cette décision finale là, qui a duré dans le temps. Et plus ça durait, moins on avait l'espoir de pouvoir reprendre. Parce que là, c'est une question d'équité, c'est une question de sécurité des joueurs, c'est une question de solidarité et qui va à l'encontre de la convivialité. Quand on arrive à une deuxième saison bancale, on va dire la saison 2019-2020 avait été bancale puisque c'était pas terminé. Rebelote cette saison-là. On arrive à des considérations qui, au-delà de la partie équité sportive et équilibre financier, parlent de la sécurité des joueurs. C'est-à-dire que de toute façon, quand plus ça avançait, moins on avait de chance de reprendre, car il fallait de toute façon, on parle du rugby en l'occurrence, prévoir une période de réathlétisation, de reprise du contact, puisque là, nous en sommes à quasiment 4 mois, presque 5, de pratique du rugby. Bon, il faut, comme l'évoquait Raoul, il faut quand même le dire, on a la possibilité de jouer au rugby sans contact et en protocole 3 du Covid. Donc ça fait quasiment 4-5 mois qu'on était comme ça, donc il aurait fallu se remettre les machines en marche pour éviter les blessures. Donc malheureusement c'est une décision qui est tout à fait logique, elle ne facilite pas la vie des clubs amateurs qui regardent leurs grands frères et leurs grandes sœurs du sport professionnel continuer à jouer dans des stades vides. Pour raccrocher le sujet qu'on évoquait précédemment, c'est que malheureusement on doit s'y faire. Il faut juste espérer que ça ne passe pas la saison 2021-2022 et qu'on puisse retrouver le chemin des terrains avec le contact. Mais malheureusement, dans ce contexte actuel, avec tous les paramètres pris en compte, c'est une décision qui est tout à fait logique. Jean, comment les joueurs ont réagi à cette annonce dans votre club de Gif-sur-Yvette? Tout le monde est déçu, et personne n'est surpris. C'est la logique des choses actuellement. On peut pas faire autrement. On voit mal comment on pourrait aujourd'hui dire allez hop, c'est bon, allez jouer avec un petit ballon sur un terrain, alors que tous les lieux publics, les restaurants restent fermés. Donc non, c'était la logique. Et sportivement, on peut pas faire autrement. Je rejoins Pierre lorsqu'il dit que maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts que ça ne continue pas
sur la prochaine saison, parce que il y a déjà, mais on n'est pas les seuls, hein, mais bon, puisqu'on parle rugby, il y a déjà, à mon avis, un gros travail là de remise en place et de remise en forme physiquement, mentalement, parce que des joueurs qui sont restés autant de temps sans jouer, ça va, à mon avis, faire beaucoup de dégâts. Notamment, pas que physique, je pense que mentalement aussi. Et j'ai bien peur, malheureusement, contrairement à une trêve qui dure pas très longtemps, et puis on se remet très vite dans le bain. Là, ça fait une grande période où je pense qu'on va laisser un petit peu de monde sur le côté, où quelques joueurs vont peut-être avoir goûté le fait qu'il n'y ait plus de rugby et que finalement ça leur manque pas trop. Donc voilà, on risque à mon avis d'avoir un retour de saison assez compliqué. J'ai des cyclistes qui nous ont dit qu'ils ne savaient plus faire du vélo. Hein. À ce point-là. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec Jean. C'est-à-dire que il va falloir que tout le monde réussisse à reprendre les habitudes, et ça va être très 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 long. On vous a pas entendu, Jean. Vous avez dit. Là, j'ai dit qu'ils remettent à la selle. J'allais ajouter que merci de le préciser, Jean. Le nouveau match qui démarre, comme Jean commençait à l'évoquer, le nouveau match qui démarre, ça va être de garder nos licenciés. Et là, on a un gros combat, un gros match, une grosse première mi-temps là qui démarre jusqu'en septembre. C'est de pouvoir, malgré le fait qu'on ait gardé le lien avec nos licenciés d'une manière ou d'une autre, soit par la communication, soit par le protocole 3 avec donc des papas de rugby comme ça, qui nous ont permis de continuer l'école de rugby, c'est de ne pas perdre de licenciés et de faire en sorte qu'ils ne se soient pas tournés vers d'autres sports ou d'autres activités pendant ces périodes un peu troubles qui viennent de s'écouler. Vous attendez à combien de licenciés peut-être en moins à Versailles, Pierre? Alors, pour l'instant, à l'heure où on parle, grâce au travail de tous les bénévoles, je dirais l'addition n'est pas salée. C'est-à-dire on était à 602 licenciés l'année dernière, et on va terminer la saison 2020-2021 aux alentours de 580. Donc, on n'est pas à plaindre par rapport à d'autres clubs. Mais maintenant, il y a l'été, il y a le retour à la normale plus ou moins long, donc ça peut être une crainte de 5 à 10%, tout effectif confondu. Grégory, vous voulez intervenir ? Je voulais intervenir juste pour aller dans le même sens que mes partenaires, dire ça fait mal forcément, hein, c'est sûr qu'on a eu le petit sucre à la bouche du début de saison. Alors là on parle du rugby, mais c'est la même situation pour les autres sports amateurs, mais ça devenait de plus en plus difficile avec cette situation qui dure, des dates qui allaient de plus en plus être difficiles à trouver dans un calendrier pour terminer la saison, et c'est vrai, ça a été dit aussi, s'entraîner avec un petit protocole, pas de contact, ça n'a rien à voir avec les matchs de compétition, donc il faut aussi se réathlétiser, donc ça devenait aussi compliqué pour les organismes. Donc oui, forcément ça fait mal, mais je vais dans le sens des camarades pour dire que c'est la seule solution qui se présentait, à l'instar de la Nationale 2 en football qui devait reprendre, et finalement on a fait le choix de ne pas la faire reprendre. Vous y avez cru, vous, en début de saison, peut-être, sur une saison normale cette année ? Quand on s'est lancé dans la saison, qu'on sortait de cet été où le virus avait un peu moins circulé, oui, il y a peut-être eu un peu de naïveté de notre part de se dire qu'on pouvait renouer tranquillement avec le monde d'avant. Malheureusement, cette situation sanitaire, ce virus n'est jamais vu et n'a pas forcément fini de livrer tous ces verdicts. Ça va se poursuivre. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut s'habituer à cette situation et vivre avec. Jean, vous voulez rajouter quelque chose très rapidement? Très rapidement. Simplement, je disais que au niveau du temps, la fédération n'avait plus non plus du tout le choix dans les dates pour mener à bien et à terme ce championnat. Merci Jean, merci pour toutes ces précisions. Alors maintenant, on va passer à notre page débat. Alors
Alors on va maintenant passer à l'envolée de Grégory, le moment fort de cette émission. Alors de quoi allez-vous nous parler, Grégory ? D'un Yvelinois bien sûr, et on était tous heureux forcément après sa victoire. Tony Yoka, le boxeur de Chanteloup-les-Vignes, a vaincu vendredi 5 mars le Belge Joël Tamboué-Djeko. C'était à la H-Arena de Nantes. Et Big Joe a dû rendre les armes au 12e round après que le Français lui ait asséné un enchaînement de droite et un uppercut fatal, le poussant à abandonner pour la première fois en 21 combats. Lors de ce duel, Tony Yoka était dominateur, il a paru concentré, appliqué et n'est pas tombé dans le piège tendu par le Belge. Son adversaire lui avait adressé effectivement une claque la veille lors de la pesée pour essayer de le faire sortir de ses gonds. Ça n'a pas marché, 10e victoire en 10 combats pour Tony Yoka, dont 8 avant la limite et son premier titre professionnel. Cette ceinture de l'Union Européenne, c'est la première étape de la conquête, a commenté le champion olympique 2016, car l'objectif de l'artiste, son surnom, devenir champion du monde des poids lourds. Il s'est donné 15 combats pour y parvenir depuis son entrée chez les pros en juin 2017. Un juteux contrat a d'ailleurs été signé avec Canal+ pour suivre cette épopée. Un chemin qui est encore long, il faut le dire, pour le numéro 13 mondial. L'Yvelinois a pris du retard par rapport aux top mondiaux qu'il tente de rejoindre, les Britanniques Tyson Fury et Anthony Joshua, ou encore l'Américain Deontay Wilder. Au bout de 4 ans chez les professionnels, eux avaient déjà près de 20 combats à leur actif. Tony Yoka en a 10 pour le moment. Anthony Joshua, par exemple, était devenu champion du monde des poids lourds en 2016, 4 ans seulement après sa médaille olympique à Londres. Mais le Chantelouvet a été freiné par la crise sanitaire et surtout par sa suspension d'1 an pour 3 manquements à des contrôles antidopage. Alors, peut-il devenir champion du monde ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut forcément passer pour ce faire par des victoires contre des adversaires de plus grande renommée. Tamboué-Djeko était moins bien classé que les 2 précédents adversaires de Tony Yoka, à savoir Hammer et Duhaupas. L'athlète de 28 ans a d'ailleurs été souvent raillé pour avoir battu, je cite, des videurs de Macumba. C'est l'expression qui a été utilisée notamment par Julien Lorcy, ancien champion du monde des poids légers, qui avait tenu ses propos dans une interview à la presse. Et donc, il y a une série de 10 victoires, certes contre des adversaires plus petits, mais qui lui aura permis tout de même de se faire la main et de prendre confiance. Donc, prochaine étape, j'ai envie de dire, vaincre mieux classé que lui. Ce pourrait être Joe Joyce, 12e mondial et détenteur de la ceinture EBU, c'est l'autre titre européen prestigieux. Tony Yoka était d'ailleurs devenu champion olympique devant l'Anglais en 2016. Faisons notre revanche des Jeux maintenant. Je sais que tu la veux, l'a interpellé Yoka sur Twitter et qui espère donc affronter Joyce dès septembre. Une victoire pourrait lui permettre de challenger ensuite un top 10 mondial. Pourquoi pas Andy Ruiz Jr., le Mexicain qui est déjà venu à bout d'Anthony Joshua. Pour le moment, aucun combat n'est programmé. Mais le Français qui s'entraîne à Houston compte bien sur son promoteur Bob Arum pour le faire connaître outre-Atlantique. Tony Yoka se fixe d'ailleurs comme objectif 2022 pour cette ceinture mondiale. Y arrivera-t-il dès l'an prochain ? Je trouve tout de même que c'est encore un peu prématuré. La question sur ce thème, Tony Yoka peut-il devenir champion du monde de boxe ? Oui ou non ? Vous votez ? Oui pour vous. Vous êtes mitigé, Jean ? Oui, mais pas en 2022 pour moi. Alors, Jean, vous qui avez été videur au Macumba, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans une autre vie, bien sûr. Je suis mitigé parce que Grégory l'a dit, la route est longue. La route est longue et là, une fois de plus, on avait déjà débattu sur le plateau, mais une fois de plus, il prend un candidat, on va dire, qui monte juste de catégorie. C'était, je crois, son premier ou un de ses premiers combats en poids lourd. Il monte juste en catégorie, donc ça, on peut pas dire que ce soit vraiment une référence. Et on peut pas dire qu'il est survolé en plus ce combat. Je l'ai regardé, tous les rounds se ressemblaient jusqu'au dernier où il a accéléré un peu et l'autre il a abandonné. Mais sinon, on peut pas dire qu'il est vraiment dominé un gars qui a déjà en plus qui n'a pas d'expérience à ce niveau et à cette catégorie de poids. Et puis là, je voulais juste aussi rajouter un petit truc, c'est que moi je commence à m'y perdre un peu avec ces ceintures là. Et c'est parce que là, je suis un peu perdu là. L'Union européenne, c'est légèrement en dessous, selon les spécialistes, de la ceinture EBU. EBU, c'est vraiment champion d'Europe. L'Union européenne, c'est un petit peu en dessous.
Eh ben ouais, d'accord, mais là, trop de ceinture, tue la ceinture, quand même. Hein. Voilà, mais c'est juste une petite parenthèse de personnel. Yann Dujarier et vous, qui n'êtes jamais rentré au Macumba, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais oui, les videurs étaient beaucoup plus costauds que moi à l'époque, donc c'était toute la prête. Par contre, je courais plus vite. J'ai la même sensation le même discours que Jean. C'est vrai que le problème de la boxe, c'est qu'il y a trop de fédérations, trop de ceintures et trop de titres. Maintenant, il a quand même une ceinture. Il a gagné une ceinture. Il a gagné sa première ceinture d'ailleurs. Il a gagné une première ceinture, très bien. Maintenant, son objectif est, et je le comprends, c'est d'être champion du monde parce que dans ce genre de sport, il n'y a que ça qui compte. Alors, moi je dis que oui, il peut être champion du monde tout simplement parce qu'il a 28 ans. Alors oui, je crois que ses adversaires ne sont pas beaucoup plus vieux que lui, mais... Alors oui, pour voir, 32 ans, Joshua a 31 ans, c'est ça, donc, et 35 ans pour Wilder. Maintenant, voilà. C'est quand même un peu plus vieux quand même. Ils sont un peu plus vieux et donc ça lui laisse le temps de pouvoir mûrir. Maintenant, un champion du monde poids lourd, ça se fait pas comme ça. Donc laissons-le grimper tranquillement dans la hiérarchie. Il a une boxe, il a son style, il peut être percutant. Donc il est champion olympique. Alors oui, c'est amateur, etc. Il est champion olympique. Il faut qu'il rentre dedans, et ça va se faire petit à petit. Maintenant, je pense que Raoul, il faut lui donner la parole. Raoul, qui est un petit peu notre spécialiste boxe, en plus de d'être spécialisé dans l'équitation. Vous avez fait de la boxe. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en faites toujours? Je commence à y croire. Parce que depuis qu'il s'entraîne aux États-Unis. Il a bien amélioré sa boxe. Le combat qui a eu lieu la semaine dernière, c'était difficile de faire mieux parce qu'il était en face de quelqu'un qui cherchait absolument le KO et qui se protégeait à tout prix. Donc voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il fait face, Tony, il fait face à quelque chose d'assez difficile. C'est que je pense que depuis l'histoire de la boxe, la catégorie poids lourd n'a jamais été aussi relevée dans son top 10. Peut-être à l'époque de Ali, Frazier, Liston, effectivement, là il y avait trois dinosaures qui surplombaient la discipline. Mais là c'est vrai que c'est très difficile de se faire un chemin. Il a pris du retard pour certaines raisons. Je crains que la seule chance qui puisse lui être tendue, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais un title shot, c'est-à-dire un combat avec un champion du monde tout de suite. Parce que sinon parce qu'on parle que des champions, mais en numéro 2 il y a des boxeurs comme Luis Ortiz, comme André Ruiz, on en a parlé aussi, comme Dillian White, qui sont des challengers très très sérieux et qui ont déjà inquiété Wilder et Joshua à plusieurs reprises. Donc bon, le problème c'est que ces boxeurs là, pour qu'ils aient ces opportunités, il faut qu'ils fassent forte impression. Et c'est ce qui manque encore un petit peu dans les combats de Tony Oka, qui plus est qu'ils ne sont pas disputés encore avec des têtes de série, c'est que ces combats manquent d'éclat. Voilà, ils sont soit c'est gagné au point, soit c'est des KO qui vont au 12e. Donc il manque encore un petit peu d'éclat pour qu'on lui offre cette chance-là, et c'est pour ça que c'est même pas que c'est pas écrit qu'il puisse être champion, déjà l'occasion va lui être donnée. Et ça c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que être champion olympique, c'est vrai que ce n'est pas rien, mais ça ne définit pas son itinéraire professionnel. Mais par contre, il a fait d'énormes progrès, ça c'est sûr. On l'a montré. Moi, honnêtement, je suis très content de son combat. Il pouvait pas faire autrement. Il avait quelqu'un en face de lui qui prenait zéro risque et qui attendait le KO. Et je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Grégory, vous voulez rajouter quelque chose? Que Raoul évoquait le cas de Mohamed Ali. Je crois qu'il a fallu 20 combats à Mohamed Ali pour décrocher une couronne mondiale. Donc on en est à la moitié finalement. Donc il lui reste encore du temps. Après, ce que je disais, c'est l'objectif de 15 combats 2022. Je reste figé sur cette position. Je pense que ça peut être difficile dès l'année prochaine. J'ai entendu pour d'autres champions aussi une trentaine de combats pour devenir champion du monde. Donc il a encore le temps et il a l'âge pour lui, je dirais, dans les challengers dont Raoul pouvait parler, la plupart sont plus vieux que lui. Est-ce qu'il faut dire, c'est que face à des adversaires comme ceux à qui Tony Oka a fait face, les garçons qu'on voit aujourd'hui être champions du monde,
c'était bouclé au premier round. C'est ça que je veux expliquer en fait. Ou alors l'arbitre arrêtait tout de suite le combat. Il y avait une vraie différence de niveau. Donc, là, il perd déjà. Vous pensez que c'est un petit peu plus poussif, Raoul ? Pardon ? Vous pensez que c'est peut-être un petit peu plus poussif ces combats ? Oui, je suis normalement pour espérer être champion du monde face aux combattants auxquels il a fait face, ça doit être plus expéditif que ça. Donc soit il doit passer un cap, soit il lui manque une petite étincelle. Il a quand même eu un combat qu'il a réglé sur un premier round de le combat d'avant, je crois. Contre Duhaupas. Contre Duhaupas. Je crois que c'était au troisième round, je crois, qui gagne assez rapidement. Contre un ancêtre de la boxe française. Pierre Chevalier, il a 28 ans, il lui reste quand même du temps. Il est pas vieux finalement, Tony Yoka. On sait qu'en boxe, on peut boxer jusqu'à 40 ans, des fois peut-être même plus. Et tout ça, c'est une question de maturité, une question de personnalité. On en parlait un petit peu hors antenne avant cette émission, avec Raoul notamment. C'est la question qui me reste en suspens, au-delà de ses qualités athlétiques et ses qualités de combattant, ça va être des qualités une vraie personnalité. Et en gros, ce mental de puncher qui fait que dans ce contexte et dans ce secteur des lourds, qui est maintenant très starisé, on en parlait en disant très américanisé, et ça fait le show, c'est-à-dire que il faut qu'il se passe quelque chose à la pesée. Là, il prend une claque en pleine pesée, ça pose le match. En gros, Deco dit: moi, je fais ça parce que je veux m'immiscer dans sa tête pour pouvoir le faire douter et l'énerver, et parce que généralement la colère est mauvaise conseillère en boxe. Elle peut soit faire péter un plomb, soit en gros se faire dévier de son combat. Et donc toute la question va être de savoir si Yoka à 28 ans et dans les années qui viennent va avoir suffisamment de moelle, suffisamment de trempe, voire de sagesse et de stratégie pour pouvoir aller se frotter aux meilleurs punchers qui, comme l'a dit Raoul, démarrent tous très vite. Et donc il faut être tout de suite efficace, fort, mais fort aussi dans la tête, en plus de l'être dans les points. Ce sera déjà le mot de la fin dans cette émission. Merci à tous d'avoir participé. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Pierre de Coubertin, le père des Jeux Olympiques modernes. Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie n'est point le triomphe, mais le combat. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.